Blueprint Fortifive, la performance durable. Chapitre 1. Je suis le pilote d'endurance, maître de la performance à long terme. Je m'assois dans le cockpit de mon existence. Je sens le contact du siège, le bourdonnement des systèmes. Je regarde la piste qui s'étend devant moi. C'est la piste de ma carrière, de ma vie. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était une piste de dragster, une ligne droite. L'objectif était simple. Appuyer sur l'accélérateur à fond, brûler tout le carburant, atteindre la ligne d'arrivée le plus vite possible. Je peux encore sentir l'écho de cette mentalité. Le goût métallique de l'adrénaline, la vision en tunnel, le moteur qui hurle dans la zone rouge, la peur constante de l'explosion. C'était une course vers l'épuisement, un sprint glorieux vers une falaise. Je ne suis plus ce pilote de dragster. Le paysage se transforme, la ligne droite s'efface, remplacée par le circuit sinueux et infini des 24 heures du Mans. Ce n'est plus une course de 10 secondes. C'est une course de plusieurs décennies. L'objectif n'est plus la vitesse maximale, c'est la vitesse maximale soutenable. Mon identité de pilote change. Je ne suis plus le sprinter, je suis le pilote d'endurance. Je ressens ce changement dans ma posture. Mes mains ne sont plus crispées sur le volant. Elles sont détendues, précises. Mon regard ne fixe plus la ligne d'arrivée. Il scanne l'horizon, les virages à venir, les jauges sur le tableau de bord. Je suis en communion avec ma machine. Je connais le son de son moteur, la limite de ses pneus, la température de son huile. Ma performance n'est plus une explosion de force brute. C'est une symphonie de gestion, d'efficacité et de stratégie. Je sais quand pousser, quand préserver et surtout quand m'arrêter au stand. Je ne suis plus en guerre avec mes limites, je suis en partenariat avec elles, je ne cherche pas à gagner le premier tour, je cherche à être sur la piste, rapide et en bonne santé, quand le soleil se lèvera pour la deuxième fois. Je suis le pilote d'endurance et ma course est une danse avec le temps. Chapitre 2. Je comprends les mécanismes neurologiques et physiologiques du burn-out. Je suis le pilote d'endurance, dans le silence de mon cockpit avant la course. Pour gagner une course d'endurance, je dois connaître ma machine mieux que quiconque. Et la machine, c'est moi. Je dois comprendre non pas seulement comment elle fonctionne, mais comment elle casse. Je deviens l'ingénieur en chef de ma propre biologie. Je déploie les schémas holographiques de mon système nerveux et endocrinien. Je vois le burn-out non pas comme une faiblesse morale ou un échec de la volonté, mais comme une défaillance systémique, une panne mécanique prévisible. Je vois l'axe HPA, hypothalamo-hypophyso-surrénalien. Mon système de gestion du stress. Je le vois s'activer sous la pression, libérant du cortisol. C'est normal. C'est l'accélérateur. Mais je vois ce qui se passe quand l'accélérateur reste bloqué au plancher. Le cortisol, qui est un allié à court terme, devient un acide corrosif à long terme. Je vois comment il ronge l'hippocampe, affectant ma mémoire. Je vois comment il perturbe mon sommeil, empêchant la réparation. Je vois comment il dérègle mon système immunitaire. Je regarde mon cerveau, je vois les neurotransmetteurs. Je comprends que l'épuisement n'est pas seulement une fatigue physique. C'est un épuisement de la dopamine qui mène à l'apathie. C'est un épuisement de la sérotonine qui mène à l'irritabilité et à la dépression. Je ne suis plus ignorant. Je ne suis plus surpris par la panne. Je vois la chaîne de causalité avec la clarté d'un diagnosticien. Le stress chronique n'est pas un signe de dévouement, c'est un signal d'alarme. C'est le voyant d'huile qui clignote sur mon tableau de bord. Et je sais maintenant que l'ignorer n'est pas de la force, c'est de la folie. Chapitre 3. Je détecte les signaux précoces d'épuisement avec une acuité aiguë. Je suis le pilote. Je connais la mécanique de la panne. Mais un bon pilote ne découvre pas un problème quand le moteur explose. Il le sent bien avant. Il sent la vibration subtile, le changement dans le son du moteur, la légère perte de réponse dans la direction. Je dois développer cette même sensibilité à mon propre système. Je dois devenir un capteur d'une acuité exquise. Je calibre mes instruments internes. Je ne me fie plus seulement aux signaux grossiers comme la fatigue extrême ou la maladie. Je traque les indicateurs avancés, les canaris dans la mine de charbon de mon bien-être. Je porte mon attention sur mon sommeil. Est-ce que je m'endors facilement? Est-ce que je me réveille au milieu de la nuit? C'est le premier système à montrer des signes de défaillance. Je porte mon attention sur mon humeur. Est-ce que je deviens cynique? Est-ce que les petites choses qui me donnaient du plaisir me laissent maintenant indifférent? C'est le signe d'un épuisement de la dopamine. Je porte mon attention sur ma performance cognitive. Est-ce que j'ai du mal à me concentrer? Est-ce que je fais des erreurs stupides? C'est le signe que mon cortex préfrontal est sous-alimenté en énergie. Je deviens un expert de mes propres schémas. Je tiens un journal de bord mental. Je note ces fluctuations subtiles, non pas avec jugement, mais avec la curiosité d'un scientifique. Intéressant, mon sommeil a été moins bon cette semaine. Ma charge de travail a augmenté de 20%.
Je ne suis plus la victime de l'épuisement. Je suis son chasseur, je le traque, je l'identifie à ses stades les plus précoces, quand une petite correction de trajectoire peut encore tout changer. Chapitre 4. Je maîtrise l'oscillation entre stress intense et récupération profonde. Je suis le pilote. Mes capteurs sont calibrés, mon tableau de bord est clair. Je comprends que la clé de l'endurance n'est pas d'éviter le stress. C'est impossible, et même indésirable. Le stress, dans les virages serrés de la course, est ce qui me rend rapide. La clé est le rythme, l'oscillation. Je dois devenir un maître de la vague. Je regarde le tracé du circuit. Je vois les lignes droites où je peux pousser le moteur à son maximum. Et je vois les virages et les chicanes qui demandent de ralentir. Ma vie professionnelle n'est plus une ligne droite où l'accélérateur est constamment au plancher. Je la redessine comme un circuit. Je travaille par sprint, pas par marathon. Je m'engage dans des blocs de travail de 90 minutes, d'une concentration totale, intense, sans distraction. C'est la ligne droite. C'est le moment où j'exige une performance maximale de mon système. Mais, et c'est le secret, après chaque sprint, je prends un virage. Je m'engage dans une période de récupération délibérée. Pas 5 minutes à scroller sur mon téléphone, ce qui est une autre forme de charge cognitive. Une vraie récupération. Je me lève, je m'étire, je regarde par la fenêtre, je respire profondément. Je sors complètement du mode performance. Je deviens un musicien qui comprend la musique, mais aussi le silence entre les notes. Je comprends que la croissance et l'adaptation ne se produisent pas pendant le stress, mais pendant la récupération qui suit. Le muscle se construit au repos, pas à l'effort. Je ne vois plus la récupération comme une perte de temps. Je la vois comme une partie intégrante et productive du cycle de performance. Je ne suis plus un moteur qui surchauffe. Je suis un système pulsatoire, une vague qui alterne entre une tension intense et un relâchement profond, et c'est dans ce rythme que je trouve ma puissance durable. Chapitre 5. J'intègre des protocoles de récupération active et passive dans mon quotidien. L'oscillation est mon principe directeur. Mais comment se passe la récupération en pratique? L'ancien moi ne connaissait qu'une seule forme de récupération, l'effondrement passif le week-end. C'était trop peu, trop tard. Le pilote d'endurance a un arsenal de techniques de récupération qu'il déploie stratégiquement tout au long de la journée et de la semaine. Je deviens un architecte de ma propre régénération. Je divise ma récupération en 2 catégories. La récupération active, c'est ce que je fais pendant mes pauses entre les sprints de travail. Ce sont des activités à faible intensité qui aident mon corps et mon esprit à se réinitialiser. Une courte promenade, des étirements légers, une méditation de 5 minutes, ce sont comme des arrêts au stand rapide où l'on change les pneus sans arrêter le moteur. Ils me permettent de maintenir un haut niveau d'énergie tout au long de la journée. La récupération passive, c'est l'arrêt complet du moteur. C'est le temps où je ne cherche aucune forme de productivité. C'est le temps pour le jeu, pour les hobbies qui n'ont aucun but, pour les conversations sans agenda, pour la simple contemplation. C'est un temps sacré et non négociable que je planifie dans mon agenda avec le même sérieux que mes réunions les plus importantes. Je comprends que c'est pendant cette récupération passive profonde que les réparations les plus importantes ont lieu, que les idées créatives émergent, que la perspective est restaurée. Je ne suis plus un amateur qui espère récupérer. Je suis un professionnel qui planifie sa récupération avec une précision d'ingénieur. Chapitre 6. Mon sommeil et ma nutrition sont les fondations non négociables de mon endurance. J'ai optimisé mes cycles de travail et de repos pendant la journée, mais je sais que la performance d'endurance repose sur des fondations encore plus profondes, des piliers qui soutiennent toute la structure. L'équipe qui travaille la nuit, dans les stands, pendant que le pilote se repose, c'est mon sommeil et ma nutrition. Je ne les considère plus comme des options, ce sont des impératifs non négociables. Je deviens le gardien de mon propre sommeil. Je le vois non pas comme un luxe, mais comme l'acte de performance le plus important de ma journée. C'est pendant le sommeil que mon cerveau se nettoie des déchets métaboliques. C'est là que mes souvenirs se consolident, que mes compétences s'ancrent. Je construis un sanctuaire pour le sommeil, une chambre fraîche, sombre et silencieuse. Je crée une routine de descente, 1 heure avant de dormir, où je coupe les écrans, je baisse les lumières, je lis, je me détends. Je dis à mon corps et à mon esprit, l'équipe de nuit va prendre le relais. Simultanément, je deviens l'ingénieur en carburant de ma propre machine. Je comprends que la nourriture n'est pas seulement du plaisir, c'est de l'information. C'est le carburant qui va déterminer la performance de mon moteur. Je ne suis plus le pilote qui met n'importe quoi dans son réservoir. Je choisis un carburant de haute qualité, des aliments complets, riches en nutriments, qui me donnent une énergie stable et durable. Je m'hydrate. Je minimise le sucre et les aliments transformés qui créent des pics d'énergie suivis de crash.
Je ne suis pas un fanatique, je suis un stratège. Je sais que la qualité de ce que je mets dans ma machine aujourd'hui déterminera directement la qualité de ma performance demain. Mon sommeil et ma nutrition ne sont plus des détails. Ce sont les fondations sur lesquelles repose toute ma course. Chapitre 7. Je dissous l'addiction au travail, workaholisme et la culpabilité du repos. J'ai mis en place les systèmes physiques de la performance durable. Mais je sais qu'il existe un virus logiciel, une croyance profondément ancrée qui peut saboter la meilleure des mécaniques. C'est l'addiction au travail et sa compagne inséparable, la culpabilité du repos. Je regarde cette addiction non pas comme un signe de dévouement, mais comme une forme de peur. C'est la peur de ne pas être assez bon. C'est la peur de l'immobilité. C'est l'ego qui cherche sa valeur uniquement dans la productivité et l'agitation. Je ressens cette vieille pulsion, cette anxiété qui monte quand je ne suis pas en train de faire quelque chose. Je ne la combats pas, je la regarde avec compassion. Et je lui parle avec la voix calme de la sagesse. Je lui rappelle que ma valeur n'est pas dans mon faire, mais dans mon être. Je lui rappelle que le repos n'est pas de la paresse, mais une partie intelligente de la stratégie. Je dissous la culpabilité du repos. Je la vois pour ce qu'elle est, une programmation sociale absurde, un héritage de l'ère industrielle qui n'a plus sa place dans l'économie de la connaissance. Je me donne la permission radicale de ne rien faire. Je célèbre mes périodes de récupération avec la même fierté que mes périodes de travail intense. Je comprends que le véritable signe de la maîtrise n'est pas la capacité à travailler 16 heures par jour. C'est la capacité à obtenir des résultats exceptionnels en 4 heures de travail focalisé, puis de s'arrêter, sans culpabilité, pour vivre le reste de sa vie. Je ne suis plus un esclave de l'agitation. Je suis un maître de l'efficacité. Chapitre 8. Je maintiens une identité équilibrée, au-delà de ma performance professionnelle. L'addiction au travail est nourrie par une erreur fondamentale d'identité, l'idée que je suis mon travail. Quand toute mon identité est investie dans un seul domaine, je deviens incroyablement fragile. Chaque revers professionnel devient une attaque personnelle. Chaque échec au travail devient un échec de mon être. C'est la recette du burn-out. Je dois diversifier mon portefeuille identitaire. Je suis le pilote d'endurance. Mais je ne suis pas seulement le pilote. Je retire le casque, je sors de la voiture, je regarde autour de moi. Je vois les autres parties de ma vie qui ont été négligées, laissées en jachère, et je décide de les cultiver. Je suis un ami, je suis un partenaire, je suis un parent, je suis un musicien, je suis un randonneur. Je ne vois plus ces autres identités comme des distractions de ma vraie vie. Je les vois comme des piliers essentiels qui soutiennent la structure de mon bien-être. Je leur alloue du temps et de l'énergie de manière intentionnelle. Je ressens comment cette diversification me rend plus fort. Un problème au travail ne peut plus faire s'effondrer tout mon monde, car mon monde est beaucoup plus grand que mon travail. Ces autres identités nourrissent ma performance de pilote de manière inattendue. La créativité que je développe en jouant de la musique m'aide à trouver des solutions innovantes sur le circuit. La patience que j'apprends avec mes enfants m'aide à mieux gérer mon équipe. Je ne suis plus un monolithe fragile, je suis un écosystème résilient. Mon identité est riche, multiple, équilibrée, et c'est la source de ma force la plus profonde. Chapitre 9. Je cultive le détachement psychologique en dehors du travail. Mon identité est diversifiée, j'ai alloué du temps à mes différents rôles. Mais il y a un dernier ennemi subtil à la récupération, la rumination. Mon corps a peut-être quitté le circuit, mais mon esprit est encore en train de faire des tours de piste, rejouant les erreurs, anticipant la prochaine course. C'est une fuite d'énergie massive qui sabote la récupération. Je dois apprendre à éteindre mon cerveau de pilote. Je cultive l'art du détachement psychologique. C'est une compétence, pas un accident. Je crée des rituels de transition clairs. À la fin de ma journée de travail, je ne passe pas simplement de mon bureau au salon. Je crée une coupure, je prends quelques minutes pour faire le bilan de la journée, noter les tâches inachevées pour le lendemain, puis je ferme mon ordinateur et je dis mentalement « la journée du pilote est terminée ». Je peux prendre une douche, changer de vêtements, faire une courte marche. Ce rituel est un signal pour mon subconscient. C'est le changement de vitesse. C'est le passage du mode performance au mode présence. Quand je suis avec ma famille ou mes amis, je suis pleinement avec eux. Mon attention est un cadeau que je leur offre et que je m'offre. Si une pensée liée au travail surgit, je ne la combats pas. Je la remarque comme un nuage qui passe. Ah, une pensée de pilote. Et je ramène doucement mon attention à l'instant présent. Ce n'est pas facile au début, c'est un muscle. Mais à chaque répétition, il se renforce. Je deviens capable de compartimenter, de laisser le travail au travail et de profiter pleinement des autres aspects de ma vie riche et équilibrée. Chapitre 10. J'établis des frontières claires et sacrées pour protéger mes réserves d'énergie.
Le détachement est une compétence interne, mais pour qu'il soit efficace, il doit être soutenu par une structure externe. Je dois protéger mon temps et mon énergie des intrusions du monde. Je dois devenir un maître des frontières. Je vois mes réserves d'énergie non pas comme une ressource infinie, mais comme un lac de montagne, précieux et limité. Chaque « oui » que je donne à une demande non essentielle est une fissure dans le barrage. Une fuite d'eau précieuse. L'ancien moi désireux de plaire disait « oui » à tout. Il a fini avec un lac à sec. Le pilote d'endurance sait que sa ressource la plus précieuse n'est pas son temps, mais son énergie focalisée. Et il la protège avec la férocité d'un gardien de temple. Je définis mes frontières. Elles sont claires, non pas seulement pour moi, mais pour les autres. Je ne consulte pas mes emails après 18 heures. Je ne prends pas de réunion le vendredi après-midi. J'ai besoin d'une heure de solitude chaque jour. Ces frontières ne sont pas des murs pour repousser les gens. Ce sont des règles du jeu claires qui permettent des interactions saines et durables. Je communique ces frontières avec calme, fermeté et sans excuse. Je sais que les gens qui respectent mes objectifs respecteront mes frontières. Et ceux qui ne le font pas ne sont peut-être pas les bonnes personnes avec qui collaborer sur le long terme. Je ne suis plus une ressource à la disposition de tous. Je suis un souverain qui alloue ses ressources de manière stratégique, en accord avec ses priorités. Mes frontières ne sont pas un acte d'égoïsme, elles sont un acte de préservation de soi, essentiel pour pouvoir continuer à donner le meilleur de moi-même. Chapitre 11. J'aligne ma performance sur un sens profond pour une motivation durable. J'ai tous les systèmes en place. La gestion de l'énergie, la récupération, l'identité équilibrée, les frontières. Ma machine est une merveille de l'ingénierie de la performance durable. Mais même la machine la plus parfaite ne va nulle part sans un pilote qui a une raison de conduire. Quelle est la destination ultime qui justifie cette course d'endurance? Je dois connecter ma performance à un sens plus profond. Je suis le pilote, mais je suis aussi le philosophe. Je regarde ma course, non pas comme une série de tours, mais comme un voyage. Et je me pose la question, pourquoi est-ce que je cours? Si la seule réponse est pour gagner, pour l'argent, pour le statut, je sais que mon carburant finira par s'épuiser. Ce sont des motivations finies. Je cherche une motivation infinie. Je me reconnecte à ma mission de vie, à ma déclaration d'héritage. Je vois comment cette course, cette performance, est le véhicule qui me permet d'accomplir cette mission. Je ne suis pas seulement en train de piloter une voiture, je suis en train de livrer un message important. Je suis en train de repousser les limites du possible. Je suis en train de créer de la valeur pour ma communauté. Ma performance n'est plus une fin en soi. Elle est un outil au service de mon « pourquoi ». Ce sens profond est le carburant ultime. C'est l'additif qui rend mon énergie inépuisable. Dans les moments difficiles, au milieu de la nuit, sous la pluie battante, quand la fatigue physique et mentale est immense, ce n'est pas la discipline qui me fait continuer. C'est le sens. C'est le rappel de la cathédrale que je suis en train de construire, un virage à la fois. Chapitre 12. Je suis performant, équilibré et inarrêtable sur le long terme. Je suis le pilote d'endurance. Je suis au volant. La course dure depuis des années. Le moteur tourne avec un son doux et puissant. Les jauges sont dans le vert. Le soleil se lève à l'horizon et je me sens aussi frais et alerte qu'au premier tour. J'ai intégré la sagesse de la performance durable. Je suis performant. Mes résultats sont exceptionnels, non pas en dépit de mon approche équilibrée, mais grâce à elle. Ma capacité à maintenir une énergie élevée et une concentration aiguë sur de longues périodes me donne un avantage décisif sur les sprinteurs qui s'épuisent. Je suis équilibré. Ma vie n'est pas un sacrifice sur l'autel de ma carrière. C'est un écosystème riche et diversifié où ma performance professionnelle nourrit ma vie personnelle et vice-versa. Je suis un athlète, un partenaire, un ami, un créateur. Et la synergie de ces rôles est la source de ma force. Je suis inarrêtable sur le long terme. Non pas parce que je suis invincible, mais parce que je suis durable. Je ne suis pas un météore qui brille intensément avant de se consumer. Je suis une étoile qui brûle d'une lumière vive et constante, alimentée par un cœur de fusion nucléaire. Je ne suis plus en course contre les autres. Je suis en course avec moi-même, dans une quête infinie d'amélioration et de contribution. Ma plus grande victoire n'est pas sur la ligne d'arrivée, c'est le fait d'être encore sur la piste, en train de danser avec la machine, avec une joie profonde et une paix totale, tour après tour, année après année.